Un domaine Tudor se dresse sur les collines du Sussex de l'Est, ses murs de pierre patinés depuis 1591. Jeff Beck a appelé River Hall sa maison pendant près de 50 ans, une maison de campagne classée de grade 2 à Wadhurst, digne d'une pièce de Shakespeare. À l'intérieur, les poutres en chêne et la maçonnerie séculaire contrastaient avec le bourdonnement des amplificateurs et l'odeur d'huile de machine qui s'échappait du garage à l'arrière. Ce n'était pas juste une retraite de musiciens, mais aussi un atelier mêlant musique et mécanique. C'est bien loin du 206, chemin de Main à Wallington, dans le Surrey, l'adresse de banlieue où Beck est né en juin 1944. Enfant, il improvisait des instruments à partir de boîtes à cigares et de poteaux de clôture, les cordant avec du fil pour modèles réduits d'avion pour imiter le son des guitares qu'il entendait à la radio. Cet acte d'invention durant son enfance. Pas de chrome, pas d'argent, juste une créativité obstinée qui allait annoncer toute une vie à fabriquer des choses de ses mains. Que ce soit un solo repoussant les limites de la musique ou un hot rod rugissant sur une route de campagne. River Hall était la grande forteresse qu'il avait conquise. Mais c'est aussi devenu la blessure, un endroit qu'il quittait rarement. Un cocon qu'il a isolé dans ces dernières années. Le domaine symbolisait l'intimité et la fierté, mais il l'a confiné dans un coin d'Angleterre, tandis que le monde poursuivait les tournées de stade et la célébrité. Cependant, une autre propriété figurait dans son histoire. À Los Feliz, à Los Angeles, il a acheté une maison de style Craftsman en 2014 pour un peu plus d'$1 million. Elle n'était pas immense en superficie, 2364 pieds carrés avec 3 chambres et 3 salles de bain, mais elle était conçue pour la musique. Un studio insonorisé occupait l'ancien garage, ses murs adaptés à l'acoustique, et une petite salle de cinéma était à côté. En 2022, il en demandait $2 950 000, soit presque le triple de son prix d'achat. À Los Angeles, où les musiciens exhibent souvent des halls en marbre et des piscines à débordement, la maison de Beck semblait modeste, plus un investissement qu'une démonstration de statut. Cela montrait son paradoxe. Millionnaire, il préférait les machines d'atelier au lustre d'un couloir. Pour Beck, les pièces les plus authentiques étaient toujours dans le garage, jamais dans la maison. Au milieu des années 2000, sa collection personnelle comptait environ 14 hot rods et 3 corvettes. Ce n'étaient pas des trophées rutilants achetés chez des concessionnaires, beaucoup avaient été démontés et reconstruits dans son atelier, entre sableuses et outils de soudure près des amplis de guitare. L'une de ses premières passions était un coupé, 3 fenêtres de 1932. Il l'a repéré dans une petite annonce, l'a acheté et l'a expédié en Californie pour une restauration complète. Elle est revenue éclatante, prouvant que patience et mains sales peuvent transformer une carcasse oubliée en sculpture roulante. Une autre voiture dans son garage avait une ironie cinématographique. Lorsque le coupé Ford Deuce original d'American Graffiti a été mis aux enchères, Beck a essayé de l'acheter. Il a perdu, alors il en a construit un lui-même, l'a peint, l'a détaillé et lui a donné une plaque d'immatriculation sur laquelle on pouvait lire THX 138, un clin d'œil au premier film de George Lucas. Il ne s'agissait pas de se contenter du second choix, mais de prouver que créer pouvait rivaliser avec posséder. Quand Eric Clapton a comparé leur garage, Beck a simplement écarté les Ferrari en souriant. N'importe qui peut acheter ça. Ceux-là, tu les fabriques. C'était moins une rivalité qu'une question de philosophie. La richesse se mesurait en savoir-faire, non en marque. C'était ça, sa richesse. Pas des voitures de sport italiennes qui affichaient ostensiblement leur statut, mais des hot rods américains qui murmuraient trop des heures passées dans le garage à souder, poncer, peindre. Ce garage a pourtant failli lui coûter tout ce qu'il possédait. En 1987, en travaillant sous le capot, il a failli se sectionner le pouce. Des années plus tard, il riait en racontant comment le sablage lui avait arraché la peau. Pour d'autres, ce n'était un que des incidents. Pour lui, c'était un des moments où il avait failli perdre les mains mêmes qui avaient façonné sa sonorité. Le contraste avec son enfance était frappant. Enfant, il n'avait même pas accès à une voiture. Sa mère lui a donné un exemplaire du magazine Hot Rod quand il avait 6 ans, et ce papier glacé est devenu sa fenêtre sur un monde de moteurs et de chrome. Ce qui n'était autrefois qu'un rêve est devenu la réalité de son domaine. 14 hot rods, 3 corvettes, un garage qui vibrait comme une deuxième scène. Mais les voitures ne le définissaient non pas à elles seules. L'autre scène, la véritable, était celle où son art a trouvé l'immortalité. En 2009, le Rock'n'Roll Hall of Fame l'a intronisé en tant qu'artiste solo. Jimmy Page, son ami d'enfance et compagnon des Yardbirds, l'a appelé le chef discret. Puis Jimmy Page a pris une guitare et ils ont joué Beck's Bolero ensemble.
Cet instrumental avait d'abord été enregistré en 1966 avec Jimmy Page à la guitare rythmique, Kate Moon à la batterie, John Paul Jones à la basse et Nicky Hopkins au piano. Avant même que Led Zeppelin ait un nom, c'était un morceau qui mêlait un phrasé classique à l'agressivité du rock. Des décennies plus tard, lors de l'intronisation, le riff d'ouverture a résonné comme le tonnerre, chaque note se pliant entre les mains de Jeff Beck pour devenir quelque chose d'impossible à reproduire. Pour le public, c'était de l'émerveillement, comme un écho de l'histoire qui renaissait sous leurs yeux. Pour Jeff Beck, la boucle était bouclée, du garçon qui a entendu « How High the Moon » de l'épaule sur une radio grésillante à l'homme dont le son définissait désormais la manière dont la guitare électrique pouvait s'exprimer. Mais la vénération ne résumait pas tout. Jeff Beck refusait de se laisser définir par les attentes de l'industrie. Lorsque les Rolling Stones lui ont demandé de remplacer Mick Taylor, il a refusé, disant à ses amis qu'il était à moitié mort à l'époque et que rejoindre le groupe détruirait sa réputation. Rejoindre les Rolling Stones pouvait signifier des tournées dans les stades et la gloire mondiale, mais Jeff Beck a choisi de rester indépendant. Même ses succès étaient là pour lui une source de malaise. Son single pop de 1967, I Ho Silver Lining, a connu le succès dans les hit parades. Mais Beck le détestait. Il a longtemps porté le poids d'un unique tube pop, qu'il décrivait comme un abattant de toilette rose autour du cou. Pour lui, la musique digne d'être retenue était instrumentale, expérimentale et risquée. Bien que lucratif, les singles pop étaient comme des chaînes. Cette obstination était à la fois un principe et un prix à payer. Cela lui a valu le respect de ses pairs, mais l'a éloigné des sommets de la célébrité commerciale. Cela a fait de lui un héros culte, mais souvent incompris par les auditeurs occasionnels. La fortune de Jeff Beck ne s'exprime pas seulement en livres ou dollars, mais aussi en cicatrices, refus et décisions qui lui ont autant coûté que protégé. L'une de ces cicatrices remonte à décembre 1969, lorsqu'il a survécu à un accident de voiture qui lui a fracturé le crâne. Il était déjà célèbre à cette époque, ayant remplacé Eric Clapton dans les Yardbirds 4 ans plus tôt. Mais l'accident l'a écarté, laissant ses contemporains avancer pendant que Led Zeppelin et Deep Purple bâtissaient pour des empires mondiaux à la même époque. La blessure était physique, mais son coût se mesurait aussi en opportunités perdues. Cela contrastait fortement avec ses débuts, où sa carrière aurait pu se finir avant de commencer. Adolescent, il a passé du temps à faire des petits boulots, peintre automobile, décorateur, même jardinier sur un terrain de golf. Ce genre de travail ne laissait aucune place aux fractures du crâne. C'était un travail de survie, et il était stable. En choisissant la voie plus risquée de la musique et de la vitesse, il a misé son corps autant que sa fortune. Et pourtant, son art continuait de le pousser en avant. Même après l'accident, il s'est réinventé avec le groupe Jeff Beck. En 1968, leur album Truth s'est hissé à la 15e place du classement Billboard. La formation comprenait Rod Stewart, Ronnie Wood et Nicky Hopkins, des hommes qui allaient plus tard devenir des noms connus de tous. Les séances étaient en chaotique, Stewart rejetant même une semaine de démo de Beck pour une mauvaise tonalité. Mais ce chaos a produit un son qui s'est gravé dans l'histoire du rock. Malgré son mépris du succès populaire, Beck n'en restait pas moins habitué aux récompenses. Il a remporté 8 Grammy Awards au cours de sa carrière, dont 3 pour l'album de 2010 Emotion and Commotion. Cet album le voyait réinterpréter Nessun Dorma à la guitare, transformant l'air de Puccini en envolées électriques. C'était la définition même de l'émerveillement, des siècles de tradition opératique canalisée à travers une Stratocaster. Le morceau se terminait avec la même phrase chantée par Luciano Pavarotti, mais les mains de Beck l'avaient déjà exprimé autrement. Cet émerveillement s'accompagnait aussi de blessures. Les Grammy Awards l'ont couronné maître, mais dans les interviews, il rejetait l'idée de perfection. « Si je ne transgresse pas les règles au moins 10 fois par chanson, je ne fais pas bien mon travail », a-t-il déclaré. Philosophie qui enthousiasmait les puristes mais frustrait les producteurs. Aux yeux du monde, il était un génie. Pour l'industrie, il était imprévisible. Cette imprévisibilité se retrouvait aussi dans sa fortune. À sa mort, sa fortune était estimée à environ 21 millions de dollars. Pourtant, en 2001, il était amer à propos de ce qu'il appelait le taux d'imposition de 46%. Sa plainte était concrète, il avait récemment fait repeindre plusieurs voitures car l'humidité anglaise faisait cloquer la peinture. Chaque livre qu'il gagnait semblait finir soit dans les mains du fisc, soit chez le carrossier. La richesse avait une autre allure enfermée dans l'acier, le vernis et la pierre. Elle était aussi fragile. En 1987, il a failli perdre son pouce dans son garage, ce qui aurait pu détruire sa capacité à jouer. Pour un homme dont le toucher était sa fortune, cet accident évité de justesse était aussi effrayant qu'une facture fiscale.
Mais les blessures de Beck n'étaient pas seulement physiques ou financières, elles étaient aussi liées à sa réputation. Ses refus avaient du poids. Pour Beck, dire non aux offres, même venant de géants, était aussi déterminant que la musique à laquelle il disait oui. Cela lui a laissé des tournées plus modestes, moins de gros titres et moins d'argent qu'il aurait pu en avoir. Pourtant, cela a aussi consolidé sa réputation de guitariste des guitaristes, respecté, intransigeant et refusant de devenir un simple rouage dans la machine de quelqu'un d'autre. Il a traîné l'ombre d'un tube pop pendant des décennies, le décrivant comme une lunette de toilette rose autour du cou. Pour Jeff Beck, l'humiliation faisait parfois vendre plus de disques que la fierté. Même ses relations étaient empreintes à la fois de triomphe et de douleur. Il a épousé Patricia Brown en 1963, bien avant sa célébrité, mais le mariage s'est terminé en 1967. Il a ensuite passé près de 20 ans avec Celia Hammond, le mannequin en couverture de Truth. En 2005, il a épousé Sandra Cash, qui est restée avec lui jusqu'à sa mort. Il lui a légué toute sa fortune, signant un testament en 2017 qui faisait d'elle son unique héritière. C'est frappant, un homme qui construisait des hot rods et jouait de la guitare tonitruante a fini sa vie paisible, fidèle à une seule partenaire dans un manoir du Sussex. Et bien qu'il n'ait pas eu d'enfant, la vente aux enchères de ses guitares en 2025 est devenue son étrange héritage au monde. Cette vente aux enchères était un spectacle. En janvier 2025, Christie's à Londres a vendu 130 de ses guitares, amplis et outils. La vente a rapporté un total de 8 727 284 livres sterling. Sa Stratocaster blanche Anuchka s'est vendue pour 1 800 000 livres sterling. Sa Gibson, Les Paul Oxblood de 1954, a dépassé le million de livres sterling. Même la Les Paul Yardburst a atteint 403 200 livres pour les fans, chaque instrument était une relique. Pour sa succession, chacun n'était qu'une ligne comptable, transformant cordes et bois en argent. Mais le détail le plus révélateur était que les 4 derniers lots, tous vendus à des sommes importantes, ont vu leurs produits intégralement reversés au Foley Wildlife Rescue Trust. Il avait discrètement soutenu cette même association caritative de son vivant. L'homme qui fabriquait des hot rods finançait aussi le sauvetage des hiboux, hérissons et oiseaux chanteurs. C'était un contraste aussi fort que ses bandes à la guitare, tonnerre puis silence. Ses amitiés étaient aussi pleines de contradictions. Johnny Depp était un visiteur fréquent de sa maison dans le Sussex ces dernières années, une amitié qui a attiré l'attention du public lors des procès très médiatisés de Depp. Certains y voyaient un refuge offert par Beck, d'autres un risque pour son image. Cela montrait l'indifférence de Beck au regard des autres. Son domaine, construit en 1591, était autant un refuge pour les acteurs que pour les oiseaux. Pourtant, la maison même, River Hall, était sans doute la possession la plus révélatrice. Classée monument historique de grade 2, avec ses lourds murs de pierre et des siècles d'histoire, elle contrastait violemment avec la modeste maison mitoyenne de banlieue à Wellington où Beck est né. Des guitares faites de boîtes à cigares au Stratocaster à 1 million de livres, des petits boulots à la peinture de voitures à un garage de Corvette, de Domain Road à River Hall, la trajectoire fut non seulement ascendante mais aussi chaotique, marquée par blessures et réinventions. La blessure finale est survenue en janvier 2023, lorsque Beck est décédé soudainement d'une méningite bactérienne. Ce fut une fin paisible pour un homme dont la vie n'avait rien eu de tranquille. Selon certaines informations, ses funérailles se sont déroulées dans l'intimité, avec seulement les membres proches de la famille et Johnny Depp, qui auraient été présents. Jimmy Page l'a salué comme le chef silencieux, une expression qui reflétait à la fois son humilité et son autorité. Et pourtant, l'héritage survit au silence. Beck a été intronisé 2 fois au Rock'n'Roll Hall of Fame, une fois avec les Yardbirds, une fois en tant qu'artiste solo. Il a transformé Puccini en plainte de guitare, a fait des garages des musées et a refusé l'attrait d'une gloire digne des stades lorsque cela entrait en conflit avec ses principes. Il a laissé des guitares valant des millions, des voitures moins chères mais faites avec plus d'amour, et un domaine à la fois forteresse et cage. La réussite était toujours là, l'admiration, la maîtrise, l'innovation. Mais la blessure n'était jamais loin. Les accidents, le mépris de ses succès et le prix de vivre hors du courant dominant. Le mode de vie de Jeff Beck n'a jamais été conçu pour impressionner la foule. Il a été conçu pour satisfaire ses propres obsessions. Un coupé-fort de 1932, une Stratocaster blanche, une maison de maître avec un garage qui rugissait plus fort que n'importe quelle salle de bal. C'était excentrique, parfois coûteux, parfois isolant. Mais dans ses contradictions, cela révélait quelque chose de rare. Une vie façonnée non pas par ce qu'il pouvait acheter, mais par ce qu'il pouvait construire. Voilà la véritable richesse de Jeff Beck.
Un style de vie fait de hot rod et de pierre du XVIe siècle, de guitares à 1 million de livres et d'associations caritatives pour la forêt, de refus des Ferrari, de rejet des Stones et de règles qu'il tordait jusqu'à les faire crier. Il a laissé derrière lui un empire de son et d'acier, et un rappel que les plus grandes fortunes ne se mesurent pas toujours à ce que l'on possède. Parfois, elles se mesurent à ce que l'on crée.